Daniel Arouet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes contrôleur général des armées. Daniel Arouet, vous avez également servi dans les forces spéciales françaises et dans le renseignement. Et vous avez suivi, comme nous, hier, le discours de Benyamin Netanyahou et sa façon, on va le dire, un peu théâtrale, mais de présenter une opération des services secrets incroyable, avec des documents qui sont en possession des Israéliens, qui appartiennent aux Iraniens. C'est 500 kilos de documents, 55 000 pages, plus de 200 CD-ROM qui ont été pris par les services secrets israéliens, le Mossad, à Téhéran même, dans un local pour le moins sécurisé, et qui ont été transportés en Israël. Alors tout d'abord, vous qui êtes un ancien des renseignements et des forces spéciales, un mot peut-être sur cette opération. Écoutez, si cette opération a bien eu lieu, c'est une opération de rêve. Parce que l'Iran n'est pas un pays dans lequel on entre et on sort comme dans un bistrot parisien. C'est extrêmement contrôlé, les milices politiques sont partout, la surveillance des services de renseignement l'est également. Et donc là, s'il s'agissait effectivement d'un lieu de stockage de documents se rapportant au nucléaire et qu'il a été possible de pénétrer à l'intérieur sans éveiller de soupçons et sans provoquer de heurts, d'incidents, de confrontations, de récupérer une demi-tonne de documents, de partir, de les transférer en Israël et de les exploiter, moi je dis franchement chapeau, quoi. Alors, bien évidemment, sur ces documents, il y aurait beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, on sait que des experts mandatés par Paris, par Berlin et par Londres vont arriver en Israël le week-end prochain, le samedi et dimanche qui arrivent, pour examiner ces documents. Est-ce que ces documents peuvent remettre en cause l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 ? Il est certain que si il est absolument avéré de manière évidente que les spécialistes du renseignement valident les documents et que dans ces documents, comme l'a dit Monsieur Netanyahou, il y a la preuve que la démarche d'élaboration d'armes nucléaires et de développement conjointe de missiles balistiques susceptibles de les lancer est avérée. Alors là, effectivement, c'est une révolution dans la marmite, parce que révolution dans la marmite, entendons-nous, je parle de la marmite médiatique, parce que dans l'univers qui s'intéresse un petit peu à ces questions de plus près, je veux dire la candeur affichée par nombre de personnalités diplomatiques internationales ou de médias apparaissait bien sûr comme relevant du monde des bisounours. L'Iran n'est pas une démocratie pacifiée comme on peut en trouver dans certaines parties du monde. L'Iran est un pays totalitaire, il ne faut pas hésiter à le dire, avec un régime totalitaire, une autorité totalitaire, avec des prisons qui sont pleines à ras-bord, des gens qui sont suppliciés, une interdiction d'exprimer ses opinions, une idéologie unique, une intolérance totale au plan religieux. Bref, c'est un pays dans lequel, on ne peut pas considérer que les dirigeants sont d'une expression pure et sincère dans les relations internationales. Et là, depuis l'origine, moi, ça ne me surprend absolument pas. Depuis l'origine, l'Iran, à travers ses actions internationales, son financement de mouvements terroristes divers, son action dans toute la région maintenant, parce que quand on regarde la carte de l'intervention de l'Iran, directement ou indirectement, soit à travers ces milices diverses et variées, la fourniture d'armement, le soutien financier apporté à droite à gauche, etc., eh bien, l'Iran se comporte maintenant véritablement en puissance non seulement totalitaire, mais en plus impérialiste. Donc, quand on est dans cette logique-là, si vous voulez, est-ce qu'on aurait parlé de la sincérité de M. Hitler dans les échanges et dans les négociations diplomatiques? Certainement pas. Je crois qu'on peut avoir exactement le même type de comportement vis-à-vis des autorités iraniennes actuellement. Alors, la question qui se pose maintenant, si les experts qui vont arriver en Israël confirment d'une part l'authenticité des documents, plus découvrent
des choses qu'on ne connaissait pas, parce que dans ce qu'a présenté hier Benjamin Netanyahou, pour ceux qui suivent ce dossier iranien, il y a des choses que l'on savait, que le grand public ne savait pas, mais en tout cas que les experts connaissaient. Mais on sait que le président américain doit prendre une décision d'ici le 10 ou le 12 mai concernant sa sortie de l'accord dont on parlait, celui de 2015. Et si les Américains se retirent et que les Français et les Britanniques qui sont co-signataires de ce document, après avoir envoyé leurs experts, eux aussi prennent la décision de sortir, on a déjà la réponse iranienne en disant que elle considérait que si l'accord était caduc, elle reprendrait l'enrichissement de l'uranium et que tout reviendrait comme avant l'accord de 2015. Mais est-ce que cela ne va pas finalement conduire inévitablement à une intervention militaire? Alors, si vous voulez, actuellement, nous marchons un petit peu sur le fil du rasoir. C'est-à-dire que nous sommes un petit peu dans une période qui est comparable à celle de la fin de l'Union soviétique. C'est-à-dire un moment où l'Union soviétique apparaissait comme au sommet de sa gloire et de sa puissance et où tout le monde tremblait en se disant si jamais ils franchissent la frontière et viennent nous envahir, ils gagneront, c'est sûr et certain. Or, ce qu'il faut voir quand même, c'est que l'Iran est un pays extrêmement fragile. D'ailleurs, c'est une des vieilles constantes des relations internationales. Dès lors qu'on est tenté d'aller porter le fer à l'international, c'est souvent pour dissimuler les difficultés intérieures. Or, au plan intérieur, les autorités politiques iraniennes sont en position de grande faiblesse. Le pays ne les suit pas. On ne comprend pas à l'intérieur de l'Iran qu'il faille consacrer autant de ressources financières, économiques aux interventions en Syrie, au Liban, chez les Houthis au Yémen, etc., chez les Tadjiks d'Afghanistan et ailleurs, qu'il faille consacrer également autant de dépenses pour aller reconstruire des lieux saints chiites à droite et à gauche, alors que l'Iran est en si grande difficulté. Donc, l'Iran actuellement n'est pas en position de jouer les fiers à bras, si vous voulez. Alors, bien sûr, on joue à un poker menteur. Donc, dans le poker menteur, il faut mentir jusqu'à la fin, apparaître serein, apparaître fort, prendre le sourire du vainqueur en se disant je ne crains rien, etc. Bon, alors, bien évidemment, quand je dis marcher sur le fil du rasoir, ça veut dire que si les esprits s'échauffent un petit peu trop et qu'on se dit bon, ils vont reprendre la démarche d'enrichissement, ils vont remultiplier les centrifugeuses, encore que ils en ont diminué le nombre, mais pas autant qu'ils l'ont dit. Bon, donc en clair, s'ils reprennent la démarche vers le nucléaire militaire, la mesure salvatrice serait de faire comme Israël l'a fait un certain nombre de reprises, à la fois en Irak et puis en Syrie. C'est d'aller porter un coup décisif aux installations nucléaires. Alors, il est certain que si une telle action se menait, d'abord, quand on regarde une carte, on se rend compte quand même que la distance entre Israël et l'Iran, ça n'est pas celle entre Israël et l'Irak ou entre Israël et la Syrie, qu'il faudrait traverser un certain nombre de pays, que ces pays devraient être d'une certaine manière coopératifs, voire même complices, voire même partenaires dans l'opération, ce qui ne serait pas extraordinairement surprenant quand on connaît la position de l'Arabie Saoudite par rapport à l'Iran, par exemple. Mais il y a là quand même des éléments, si vous voulez, qui seraient d'une nature extrêmement à la fois fragile, délicate. Bon, alors on sait que les forces aériennes israéliennes sont capables de raids extraordinaires à très longue distance, etc. Mais il est vrai qu'on ne saurait pas quel type de conséquences cela pourrait donner. Une frappe peut-être, disons, d'une certaine ampleur en Iran pourrait soit sidérer les dirigeants iraniens et faciliter le renversement politique des ayatollahs, soit exercer un effet contraire, c'est-à-dire renforcer certaines formes de solidarité en se disant mais quand même quoi, bon, une agression étrangère, à laquelle les sunnites d'Arabie Saoudite et d'ailleurs ne seraient pas tout à fait étrangers, donc ça pourrait les regalvaniser. Ce
qui veut dire que là, c'est une question extrêmement délicate, quoi, hein. Moi, je ne souhaiterais pas être à la place des dirigeants israéliens en ce moment, parce que justement, alors la facilité, bien sûr, serait de dire, allez, on se laisse pas faire. Ce qui est important, et ce que les Israéliens font plutôt intelligemment actuellement, parce que même si l'attaque sur la base de Hama n'a pas été revendiquée par Israël dimanche soir, attaque au cours de laquelle 200 missiles iraniens ont été détruits par une frappe aérienne qui a été vraiment extrêmement spectaculaire. Hein, on l'a enregistré comme niveau 3 sur l'échelle de Richter en termes de tremblement de terre. Donc ça veut dire qu'il y avait vraiment beaucoup d'équipements militaires et que l'explosion a été vraiment d'une amplitude très forte. Bon. Donc là, je pense que les Israéliens actuellement essayent, sans taper directement au cœur du pays, au cœur de l'Iran, de démontrer que la détermination est totale. Et là, on est sur le terrain de la dissuasion. Bon, alors, comme toujours dans le poker menteur, ça fonctionnera, ça ne fonctionnera pas. Est-ce que les ayatollahs sont actuellement dans une phase psychologique telle qu'ils sont capables de se dire « Allez, soyons fous, nous jouons le super joker, c'est la fin de la partie, il faut gagner ou il faut perdre ». Et là, si les Iraniens sont dans cette logique-là, il est évident que ça risque de pousser effectivement à une frappe israélienne au cœur du pays, ou des frappes israéliennes au cœur du pays, pour neutraliser le système nucléaire iranien, avec tout ce que ça allait supposer en termes de concert international. Alors, bon, je pense que les Américains, dans cette circonstance-là, ne seront pas hostiles, mais on entend déjà le cœur des vierges européennes qui vont s'indigner, bien sûr, qu'un accord bien établi, assurant la paix, etc., a été bousculé de cette manière. Mais ça n'est pas parce que en Europe et dans d'autres parties du monde, on refuse de voir la réalité des choses que les choses n'existent pas. D'où la nécessité de bien se rendre compte du contenu de ces documents récupérés par les services israéliens, de voir leur véracité, de voir leur crédibilité et de voir l'impact que ça peut avoir sur les relations entre le monde et l'Iran, et notamment en termes de sanctions économiques. Et si la communauté internationale renoue véritablement avec les sanctions économiques en disant « vous nous avez menti, on a négocié avec vous, on avait une intention de paix, on avait une intention d'apaisement, et vous avez bafoué cet accord, et donc nous renouons avec les sanctions économiques », l'Iran ne pourra pas tenir. Parce que l'Iran, actuellement, est dans une situation économique, financière, etc., catastrophique. Hein. Le système bancaire s'effondre. La société ne veut plus, globalement, du régime des ayatollahs. Et le régime est donc sur le point de s'effondrer. Et si les sanctions reviennent, là, les ayatollahs seront en très, très grande difficulté. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que Israël a raison de rester dissuasif, parce qu'il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds par une puissance comme ça qui est très invasive, hein, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que les mouvements du Hamas actuellement dans la bande de Gaza, le retour vers la terre, etc., c'est complètement manipulé par l'Iran. Il ne faut pas oublier que le Hezbollah, dans le sud du Liban, est surarmé grâce à l'Iran. Il ne faut pas oublier également que des bases iraniennes s'installent en Syrie pour exercer une pression supplémentaire contre Israël. Donc là, face à ça, il faut être extrêmement rigoureux, mais en même temps, il faut faire attention de ne pas dépasser un certain cap, de manière à rester du bon côté de la réaction internationale qui se produira si le renseignement est effectivement bien validé. Daniel Herouet, merci pour cette analyse et ces précisions. Je rappelle que vous êtes contrôleur général des armées. Bonsoir. Bonsoir, merci.